d'accueillir Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine, GDR, qui mène la bataille pour la constitutionnalisation de l'IVG. Bonsoir à toutes et tous. On remercie Simone de Beauvoir qui a beaucoup été citée évidemment dans nos interventions dans l'hémicycle à l'Assemblée et au Sénat. Vous le savez, je crois, dans cette salle, la question du droit à l'IVG, c'est bel et bien une question de vie ou de mort. Et d'ailleurs, c'est encore une question de mort dans de nombreux endroits du monde, puisque chaque année, il y a encore 47 000 femmes qui meurent du fait d'avortements clandestins. C'est-à-dire une femme, toutes les 9 minutes, meurt de cet avortement. On sait combien, dans le monde, eh bien, malgré de très belles et de très longues luttes féministes, il y a encore des endroits où ce droit n'est pas acquis ou alors où il est remis en question. On pense évidemment à ce qui s'est passé il y a quelque temps aux États-Unis avec l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt appelé Roe contre Wade, un arrêt qui aujourd'hui fait qu'il y a un tiers des États des États-Unis où l'avortement est soit strictement interdit, soit limité. Vous imaginez ce que ça engendre pour ces femmes, parfois de faire des milliers et des milliers de kilomètres, surtout quand on parle de la géographie des États-Unis, ce que ça met en péril aussi pour leur santé. Vous imaginez aussi le climat qui existe, où la peur instaurée et voulue par tous les anti-choix qui font peser la culpabilité sur les femmes qui cherchent à avorter légalement. Mais il faut voir aussi combien cet arrêt aux États-Unis a été comme une forme de traînée de poudre dans d'autres endroits du monde. Parce qu'on le sait, d'ailleurs, c'est une caractéristique, je trouve, souvent des luttes féministes. Elles se répondent beaucoup. Elles résonnent les unes avec les autres, mais on sait aussi combien ces régressions peuvent résonner. Et tout de suite après l'annulation de l'arrêt par la Cour suprême, on a vu des pays, par exemple, je pense à l'Éthiopie ou à l'Inde, et bien dans ces pays, il y avait de très féroces luttes anti-choix, dans un moment où pourtant, il y avait des lois progressistes en matière de droits des femmes qui étaient proposées, et ils avaient plutôt bon espoir qu'elles passent. Comme cette traînée de poudre, et en quelque part donnant de l'élan à toutes celles et ceux qui veulent peser sur les choix des femmes, ces mesures progressistes ne sont pas passées. Mais on peut penser aussi évidemment à la Pologne qui en 2021 a une loi pour interdire l'IVG, à la Hongrie, à ces lois qui s'attaquent à la contraception ou qui s'attaquent au choix, à la décision. On pense à ce texte qui fait que les femmes sont obligées d'écouter le cœur du bébé avant de prendre leur décision. Voilà différentes attaques qui montrent combien effectivement ce droit est extrêmement fragile. Pourtant, on a eu beaucoup de gens, et je dirais beaucoup d'hommes, nous expliquant que ce droit en France, il était tranquille, qu'il n'était pas en danger. D'abord, on peut dire qu'il y a quand même, dans l'atmosphère politique, et vu la montée de l'extrême droite, 2-3 raisons de s'inquiéter pour les droits des femmes quand on voit le vote des élus de l'extrême droite, que ce soit dans l'hémicycle en France, mais que ce soit aussi à l'Union européenne, qui à chaque fois se singularise par une volonté que les femmes n'aient pas plus de droits. Mais la deuxième chose, c'est qu'on voit aussi combien la santé publique et les services publics de santé sont fragilisés dans notre pays. Je rappelle ce chiffre, il y a 130 centres IVG qui ont fermé en 15 ans. Et vous vous doutez, et là, on a cité Simone de Beauvoir, mais je veux évidemment citer aussi Gisèle Halimi, qui nous interpellait au moment, déjà nous avertissait en tout cas au moment du procès de Bobigny, et qui disait « c'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans argent et des sans relations qui est frappée ». Évidemment, quand il y a 130 centres IVG qui ferment dans notre pays, quand la santé publique est à ce point en recul, c'est le droit effectif à l'avortement qui est mis en danger. Deuxième argument qui a été invoqué par ces personnes qui, en réalité, ne souhaitent pas voir l'IVG constitutionnalisée, c'est pas nécessaire. Vous voyez que tout va bien, c'est pas remis en question. Donc, quelque part, en constitutionnalisant, vous agitez ce débat.
D'abord, on a envie de dire que justement, c'est ce qui est dans la Constitution, quelque part, c'est ce qui fait consensus. Et donc aujourd'hui, il y a eu de très récents sondages encore, 81% des citoyens de ce pays sont pour la constitutionnalisation de l'IVG. Donc n'attendons pas qu'il soit mis... N'attendons pas qu'il soit en danger pour pouvoir le constitutionnaliser. Protégeons-le tout de suite. Là, on aurait pu mettre cette phrase aussi dans les choix, parce que tu as parlé de Gérard Larcher, mais lui, il nous en a sorti une autre, une belle. Il nous a expliqué que l'interruption volontaire de grossesse n'était pas menacée dans notre pays, et que s'il était menacé, il a dit « Croyez-moi, je me battrai pour qu'il soit maintenu, mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. » Bon, d'abord, on a envie toujours de demander à quoi correspond cette espèce de hiérarchie. Et puis en plus, il y a quoi dans la Constitution ? Il y a des droits, je veux dire, le droit libre d'aller et venir. C'est un droit social ou c'est un droit sociétal ? Enfin, franchement, moi, je ne sais pas trancher sur cette question. En revanche, ce que je sais, c'est que le droit à pouvoir disposer de son corps, lui, est un droit fondamental et que c'est pour ça qu'il doit être inscrit dans la Constitution. D'autant que, vous le savez, le corps des femmes est particulièrement politique. Tous nos corps sont politiques, mais celui des femmes, tant il est scruté, tant on veut le contrôler, tant on veut, en permanence en tout cas, pouvoir dire avant elles-mêmes ce qu'elles doivent en faire, on pense en tout cas, et on a bien raison, je crois, de dire qu'il n'y a pas à faire cette distinction honteuse entre social et sociétal, mais pas de hiérarchisation des sujets. Le droit de disposer de notre corps, c'est pas simplement un droit fondamental, je le crois, c'est l'épine dorsale de notre liberté individuelle, c'est la clé qui ouvre les portes de toutes nos autres libertés, et donc une condition sine qua non à l'existence même de notre autonomie. Alors on l'a dit aussi pendant les débats, la rédaction qui nous est proposée aujourd'hui pour cette constitutionnalisation, elle est loin d'être parfaite. On peut même dire qu'elle est perfectible. Sauf que nous, à gauche, on mesure la responsabilité qui est la nôtre de ce moment historique, donc on va la voter comme elle est. On va la voter comme elle est parce qu'on pense que c'est une avancée historique qui d'ailleurs résonne dans notre pays, mais peut aussi résonner à travers le monde, et que nous assumons cette responsabilité historique dont nous allons le faire. Mais nous espérons bien, et notamment dans le cadre d'une 6e République et d'une constituante, eh bien, améliorer la rédaction à la fois pour rendre ce droit complètement effectif, pour qu'il soit opposable devant la justice, mais aussi pour pouvoir y introduire la question du droit à la contraception, tant c'est un corollaire du droit à l'IVG, et tant on voit dans de nombreux pays que c'est par la contraception qu'est attaqué le droit à disposer de son corps pour les femmes. Alors, sans aucun doute, cette victoire, ou en tout cas celle qui, j'espère, arrivera de constitutionnalisation de l'IVG, elle est le fruit des féministes, de toutes celles et tous ceux parfois qui se sont battus pour qu'enfin cette constitutionnalisation arrive. Mais il faut aussi se dire un truc, c'est qu'en réalité on se rend bien compte que là, pour que ça arrive, eh ben, c'est dans les mains d'un seul homme, et lequel ? Emmanuel Macron. Et tout ça, c'est pas possible, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce qu'on a plein de nouveaux droits à conquérir. Je pense par exemple, tu l'as cité Julien, du droit à pouvoir mourir dans la dignité. Mais je pense aussi à la question de la citoyenneté à l'entreprise. Je ne vais pas la développer parce que je n'ai pas le temps, mais elle doit devenir un principe constitutionnel. Et ce que je crois, c'est qu'en fait, la phase constituante, celle qui va faire en sorte que tous les citoyens de ce pays puissent discuter, où les partis politiques et les représentants politiques vont pouvoir amener des propositions. Moi, je suis pour que ce soit un moment où tout soit dans les mains des citoyens, mais où les organisations syndicales, associatives, politiques vont pouvoir faire des propositions. Et nous en avons d'ailleurs la constitutionnalisation de l'IVG était dans le programme de la NUPES, et nous sommes en tout cas fiers de pouvoir y arriver. Donc je crois que cette phase constituante, elle doit être le moment justement de conquête, ou en tout cas d'élaboration de nouveaux droits. Et pour ça, parce que je dois conclure, je vois Julien qui est debout, c'est le sens du travail qu'on a commencé à lancer avec Raquel, avec d'autres, où je serais ravie de voir des sénatrices et des sénateurs, mais évidemment, ça ne peut pas rester dans nos mains. Moi, je crois qu'il y a une très grande aspiration à la démocratie dans ce pays. Il y a de très nombreux sondages, mais on ne vit pas que par les sondages.
On le voit bien dans toutes les mobilisations qu'il y a, et y compris dans l'abstention qu'il peut y avoir. On voit qu'il y a une aspiration à ce que les règles soient profondément modifiées. Et bien pour ça, on a besoin de vous toutes et vous tous. Et moi, je vois comme le signe de votre présence nombreuse ce soir comme une volonté de pouvoir participer à cette bataille. Donc on ne va pas rester dans les murs de l'Assemblée nationale ou du Sénat. On va prendre peut-être chacun et chacune l'engagement de faire comme Julien l'a fait ce soir, de partout faire résonner cette aspiration à la 6e République. C'est l'engagement que je prends devant vous, et je termine en disant que pour ça, on a bel et bien besoin d'unité de toute la gauche pour pouvoir mener ce combat, que ce soit aux européennes ou après. Bravo, merci beaucoup Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine.